Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Acker. Il est né en 1949, c'est vraiment l'homme vous allez voir, du sujet. Formation École centrale des arts et manufactures, Centre des hautes études de la construction et doctorat de l'École nationale des ponts et chaussées. Sa carrière, le déroulement de sa carrière, il a commencé par être ingénieur de bureau d'études de 73-76. De 76 à 87, il était chercheur au laboratoire central des ponts et chaussées, responsable des recherches sur les retraits du béton, etc. Et de 88 à 93, il était responsable au laboratoire central des ponts et chaussées de la division matériaux et structures pour ouvrages d'art. Depuis 1994 à 97, il a été directeur de recherche et responsable dans ce laboratoire central des ponts et chaussées, dans la division bétons et ciments. Et depuis 1997, il est entré à la direction recherche et développement du groupe Lafarge comme directeur des projets de recherche béton pour assurer la supervision scientifique et technique des projets de développement sur les nouveaux bétons. Donc nous avons vraiment l'homme de la situation, donc directeur de projet de recherche béton chez Lafarge. Il a travaillé dans tous les domaines de sa spécialité, les méthodes de formulation, les comportements thermomécaniques et la durabilité du matériau. Vous verrez que c'est un sujet très important. Et outre ses contributions d'enseignement et de recherche, il a aussi mené très souvent des travaux d'expertise avec son équipe sur la plupart des grands chantiers, je crois qu'il en parlera beaucoup, des 10 dernières années, Transmanche, Pont de Normandie, Stade de Grande Arche de la Défense, Pont sur le Tage, Stade de France, Pont de Millau, etc. Il est l'auteur d'un certain nombre de publications scientifiques dans des revues, comme maintenant vous connaissez l'expression, dans des revues à comité de lecture. Voilà, je lui donne la parole pour 50 minutes et ensuite il répondra à vos questions. Merci. Merci Yves Michaud et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des bétons et j'ai choisi de le faire selon deux axes. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler de l'extraordinaire développement de ce matériau, puisque c'est le matériau 5 milliards de mètres cubes chaque année. C'est le matériau le plus utilisé, le plus consommé sur la planète. C'est plus que tous les autres matériaux réunis. Et puis en même temps, c'est aussi un matériau qui est en pleine diversification et qui est à la fois le plus simple, le plus robuste, puisque tout le monde peut en faire dans son jardin. Et puis en même temps, vous allez voir aujourd'hui un matériau probablement celui qui peut être le plus compliqué sur le plan technologique, avec des développements qui sont tout à fait fabuleux. Et donc un matériau qui est le résultat de tous les développements d'une nouvelle science qui s'appelle la science des matériaux. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on soit bien d'accord sur les termes, puisqu'il y a souvent confusion entre les mots béton et ciment. Ce que vous voyez sur la photo, là derrière, c'est un bloc de béton scié ou poli, je ne sais pas. Et vous voyez donc, on voit beaucoup de cailloux. On voit des petits points un peu plus petits noirs qui sont du sable. Il y a du sable, il y a des grains noirs et blancs. Et puis en fait, tout ça, c'est un matériau qui est très compact, qui est très solide. Pourquoi ? Parce qu'entre les grains de sable et les cailloux, il y a une espèce de pâte blanche qui fait la colle et qui est le ciment. Plus précisément, on devrait appeler ça, c'est un abus de langage, on devrait appeler ça la pâte de ciment durcie, parce que le ciment, au départ, c'est pas comme ça, c'est une poudre. C'est une poudre industrielle qui est fabriquée dans une usine, comme celle-ci, qui est fabriquée avec deux ingrédients extrêmement communs, qui sont le calcaire et l'argile, que l'on broie le calcaire, on le mélange avec de l'argile dans les proportions 3 quarts, 1 quart. On mélange tout ça et puis on le fait cuire dans un four rotatif. Le cylindre que vous voyez là, c'est un four dans lequel la température monte à 1450 degrés. Et c'est avec ça qu'on fabrique le ciment. Donc on n'utilise jamais le ciment tout seul. On y ajoute presque toujours du sable et des cailloux, le plus souvent les deux à la fois. On verra pourquoi. Dans des proportions qui sont importantes. Les sables et les cailloux, que vous avez vus sur la photo précédente, font 60 à 70% du volume du béton. Et ça, c'est pas très cher. Et c'est pour ça que le béton est un des matériaux les moins chers qui soit. Et voilà. Donc le ciment est au béton, ce que la farine est au pain. La farine sert à faire surtout du pain, et on peut en faire aussi d'autres choses, des gâteaux, des crêpes.
De même, avec le ciment, on fait surtout du béton, donc plusieurs kilos par personne et par jour. Et on fait aussi plein d'autres produits, des mortiers, des enduits, mais le gros du volume sert à faire du béton. Je voudrais insister sur le fait que le béton est de très loin le matériau le plus employé sur la planète. J'ai essayé de trouver quelques chiffres. C'est incomplet, ils ne sont pas très très bons, mais les ordres de grandeur sont tout à fait bons. La production annuelle de béton est en volume comme en poids, donc supérieure à la somme de tout le reste. En tonnes, par exemple, la production de béton est, selon les pays, 5 à 10 fois supérieure à celle des métaux ou du bois, 10 à 30 fois supérieure à celle du carton, des matières plastiques. Moi, j'ai quand même un petit problème ici avec la consommation de bois aux États-Unis. Le chiffre est exact, hein, il est fourni par le syndicat du bois, mais c'est vrai que ça pose un problème de voir ce qu'un pays comme ça peut consommer comme bois. Ça correspond à une forêt qui serait plus grande qu'un État des États-Unis. Donc si on parle écologie tout à l'heure, il y aurait des choses à dire là-dessus. Bon, ces chiffres-là signifient que si on n'avait pas le béton à notre disposition, on ne pourrait pas réaliser ce qu'on réalise annuellement en matière de construction. Si on considère les besoins de la planète en matière d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures de transport, de routes, de ponts, de logements, on serait incapable aujourd'hui de les satisfaire si on n'avait pas le béton, pour une simple question de disponibilité des matières premières sur la planète. Le béton, lui, il est inépuisable, puisque pour le faire, il faut de l'eau, de moins en moins en fait, on verra pourquoi, du sable et des cailloux, ça on en trouve absolument partout, et puis du ciment. Et pour faire du ciment, je l'ai dit, il faut du calcaire et de l'argile, 2 ingrédients qu'on trouve également un peu partout. Si on accepte quelques petites îles des Antilles ou du Pacifique, il n'y a aucun pays au monde qui ne puisse avoir sa propre cimenterie alimentée avec les matières premières locales. On peut donc en faire dans son jardin, bien sûr, mais on peut aussi en faire donc partout, et on peut même en faire sur la Lune, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau sur la Lune. Et bien sûr, il y a tous les ingrédients minéraux nécessaires également. En plus, j'ajoute que le béton est un matériau qui est parfaitement recyclable, heureusement, parce que vu le volume de ce qu'on a à démolir, j'en parlerai, c'est un problème très important. Bon, le problème avec le béton ne se pose donc pas vraiment en termes de compétition avec les autres matériaux. Nous sommes condamnés au béton, il faut donc l'utiliser le mieux possible, en association notamment avec les autres matériaux. Son affinité avec l'acier est connue. Vous connaissez le développement du béton armé, 90% du fonctionnement 15% ou 17% des bétons que vous voyez autour de vous sont des bétons dans lesquels il y a des armatures en acier, des ronds à béton. Et ça fonctionne très très bien. Son alliance avec les aciers les plus performants a donné le béton précontraint au milieu du siècle dernier, au milieu du XXe siècle, excusez-moi. Et le béton précontraint, donc la différence avec le béton armé, c'est que dans le béton armé, on met des armatures pour tenir le béton, j'expliquerai pourquoi. Dans le béton précontraint, on met ces armatures-là, mais en plus, on met des câbles à l'intérieur qui sont tendus, et la tension des câbles met le béton en compression, et ça augmente ses performances. Donc on peut aller encore plus loin dans les performances. Les ponts de grande portée sont très souvent en béton précontraint. Ça permet donc, le béton précontraint a permis les grandes prouesses du génie civil dans les 50 dernières années. Il a d'abord permis la reconstruction rapide des ponts en France après la dernière guerre. Plus récemment, à la fin des années 80, sont apparus les bétons dits de haute performance, les BHP comme on les appelle aujourd'hui, qui ont des résistances mécaniques plus élevées que les bétons ordinaires, 2 à 3 fois plus quand même, ce n'est pas rien. Pourtant, ce n'est pas uniquement pour ces résistances mécaniques qu'on les utilise. Ces bétons se sont développés surtout à cause de leur meilleur comportement dans le temps, à cause de leur résistance aux échanges d'eau, d'humidité, à la pénétration des sels de déverglaçage, par exemple, enfin, la résistance à la pénétration de tous les agents qui peuvent agir sur le béton et qui sont à la source des dégradations que l'on peut constater ici ou là, que vous pouvez regarder les ouvrages en béton, quand ils se comportent mal, c'est parce que le béton souvent est trop poreux et donc il se dégrade très vite. Les bétons de haute performance, j'expliquerai pourquoi ces performances sont dues à une modification très profonde de leur porosité. Sans les bétons de haute performance, on n'aurait pas pu construire le tunnel sous la Manche, l'Arche de la Défense, le pont de Normandie. Plus exactement, pour être plus précis, il faudrait dire, passez-moi l'expression,
on aurait pu les construire, mais ils n'auraient pas la gueule qu'ils ont. Ça, c'est le pont de Normandie, en cours de construction. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on n'ait jamais réalisé auparavant, avant d'avoir fait ces progrès, notamment des bétons de haute performance, je ne voudrais pas dire qu'on n'ait jamais réalisé auparavant des bétons très résistants et très performants. Au contraire, il existe des ouvrages qui ont été construits au XIXe siècle, et tout au long du XXe aussi d'ailleurs, qui sont aujourd'hui en très bon état et qui tiendront très longtemps. Le Panthéon à Rome, par exemple, est sans doute un des ouvrages de l'Antiquité qui a le mieux résisté. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais en fait, c'est un béton. Tous les ingrédients y sont. Les Romains avaient réussi à trouver de manière empirique quelque chose qui avait les propriétés de nos bétons modernes. Et ça tient toujours. Donc c'est l'observation du fait que des ouvrages en béton pouvaient tenir très très longtemps qui, en fait, nous a servi d'appui et souvent de guide à nos recherches. Seulement, ces performances-là, les performances qu'on a pu obtenir au XIXe siècle, par exemple, ne pouvaient pas être exploitées industriellement parce qu'on ne savait pas les reproduire. On ne savait pas, d'ailleurs quand on les a construits, on ne savait pas quelle serait leur tenue dans le temps. Les Romains ne savaient pas que le Panthéon tiendrait 2000 ans. Et même si on avait su, quelle serait leur tenue dans le temps, on n'aurait pas su dire pourquoi. C'est pourquoi ces performances ne pouvaient pas être prescrites par le client ou par son maître d'œuvre. Et ceci a profondément changé. Lors de la construction du tunnel sous la Manche, on a une jolie photo du tunnel sous la Manche par exemple, les experts du consortium, c'est-à-dire c'est un groupement de banques, le tunnel sous la Manche a été construit parce qu'un ensemble de banques ont pu faire un montage financier qui tenait. Et de ce fait, les experts ont exigé qu'on leur démontre que le béton tiendrait sans aucune altération pendant 120 ans. C'était une des conditions du montage financier. C'était en 1988 et je me souviens qu'à l'époque, finalement, on a été un peu surpris par cette question, mais on s'est aperçu qu'on avait les éléments de réponse. On est parti de la liste exhaustive de tous les mécanismes de dégradation recensés, qu'on commençait à bien connaître à cette époque-là. On a cherché pour chacun d'eux à les décomposer en une suite de processus élémentaires. On a cherché dans chacun le processus le plus lent et on a cherché à encadrer la vitesse de ce processus à partir des essais de laboratoire ou des essais accélérés. Et ça, on sait le faire. Et donc, par des encadrements et en trouvant une borne inférieure aux vitesses de ces processus, on a pu répondre. Autre exemple, les États-Unis et le Canada sont aujourd'hui confrontés à un problème extrêmement difficile. Les routes et les ponts, qui là-bas n'ont pas été construits avec le même niveau d'exigence qu'en Europe, qu'en France notamment, ceux qui sont allés là-bas, il suffit de regarder en dessous des ponts, vous allez voir dans quel état ils sont. Et ça nécessite une surveillance permanente des équipes qui y vont et beaucoup de réparations. Eh bien, à cause de cela, les budgets d'équipement sont totalement consommés par le coût des réparations et des reconstructions du réseau existant. Au Canada, où en plus les dégradations sont accélérées par la rigueur du climat, le ministère des Transports du Québec a pris en 1998 une décision très courageuse. Depuis 1998, il impose systématiquement dans ses appels d'offres, pour les ponts et les ouvrages extérieurs, ceux qui sont soumis aux agressions du climat, il impose des bétons de haute performance. Parce qu'on sait aujourd'hui que ces bétons se dégradent beaucoup moins et durent beaucoup plus longtemps. Bien sûr, ces bétons coûtent un peu plus cher que les bétons ordinaires. Et cela grève encore un peu plus leur budget. Mais c'est l'unique façon de sortir de l'impasse. Une telle démarche aurait été inconcevable il y a encore 15 ans. C'est aujourd'hui possible parce que nous disposons de ce que l'on peut appeler une véritable ingénierie du matériau, c'est-à-dire des outils d'ingénieurs, des méthodes, des logiciels, des tableurs, comme ici. Aujourd'hui, ça se fait sur des tableurs Excel, Excel fait ça très bien, qui sont construits sur des bases scientifiques et qui permettent à l'ingénieur de déterminer la composition optimale du matériau pour une application donnée, pour un cahier des charges défini par le maître d'ouvrage en termes de propriétés d'usage ou de caractéristiques techniques. Évidemment, on n'utilise pas ce genre d'outils pour tous les bétons de tous les jours, je dirais. On les utilise pour les grands ouvrages. Mais forcément, ça a des retombées sur la qualité de tous les bétons, y compris le dallage du petit maçon d'un village.
Pour être tout à fait complet, il faut dire qu'il n'y a pas seulement que la compréhension physique, la science et le développement d'outils d'ingénieurs qui ont conduit à cette situation. Il faut y ajouter aussi l'apparition de toute une génération de poudres minérales maîtrisées industriellement, souvent venues d'autres industries d'ailleurs, et aussi, surtout, de produits organiques, notamment des polymères qu'on appelle les superplastifiants, et qui élargissent considérablement la gamme des performances possibles, et je dirais que l'on sache maîtriser, contrôler scientifiquement. Les tout derniers progrès en matière de béton sont des progrès spectaculaires au moins dans 2 domaines. Celui de la mise en œuvre avec ce qu'on appelle aujourd'hui les bétons autoplaçants et qui se mettent en place beaucoup plus facilement. Mes photos ne sont pas très belles, mais c'est des bétons tout récents. Il y a encore peu de photos, je n'ai pas eu le temps de trouver des bonnes photos. Enfin, disons que ces bétons se mettent en place à la pompe avec un système de tuyaux. Ils coulent tout seuls, ils remplissent les coffrages et on n'a plus besoin de vibrer. Et donc, ce qui fait du bruit dans un chantier, c'est la vibration du béton. Il faut que le béton remplisse les coffrages. On ne vibre plus sur ces chantiers. Je vous assure que la première fois que j'étais sur un chantier comme ça, j'ai cru qu'ils ne travaillaient plus, que le chantier était arrêté. Je ne sais pas s'il y a des directeurs d'hôpitaux dans la salle ou des directeurs d'école, mais si le chantier qui est à côté de l'école ou de l'hôpital fait du bruit, sachez qu'il existe des solutions aujourd'hui. Bon, en fait, ce n'est pas pour ça qu'on les utilise. Ces bétons se développent surtout parce qu'ils accélèrent la mise en œuvre, ils facilitent énormément la mise en œuvre, et puis souvent, ils ont d'excellentes qualités de surface, ils sont très beaux. Le deuxième domaine dans lequel il y a eu d'énormes progrès, c'est celui de la ultra haute performance mécanique, mais si vous voulez bien, je garde ça pour la fin de mon exposé. Donc, nous ne sommes qu'au tout début d'une profonde transformation, et ces nouvelles générations de béton ouvriront encore dans les décennies à venir, devant nous, de nouvelles associations, de nouveaux types d'ouvrages, de nouveaux records. Mais je crois aussi qu'ils vont modifier profondément la qualité du béton ordinaire, du béton courant. Aujourd'hui, on sait déjà faire. On fait déjà, sur des chantiers, des ouvrages très performants, des immeubles qui ont de très belles façades, des constructions qui vieillissent très bien. Les moyens sont opérationnels. Ils sont déjà utilisés sur des chantiers, ils ont déjà prouvé leur efficacité technique et économique, mais ils sont encore assez peu utilisés aujourd'hui. De plus, l'aptitude du béton à prendre toutes les formes, toutes les couleurs, bien sûr, on peut le teinter dans la masse, donc c'est tout à fait autre chose que la durabilité d'un enduit. Aujourd'hui, on a fait également d'énormes progrès au niveau de la qualité des surfaces. On arrive, en maîtrisant la nature du coffrage, à avoir des textures qui sont extrêmement diverses et qui peuvent être très belles. Donc tout ça en fait le matériau d'architecture par excellence. J'ai personnellement vécu assez longtemps en banlieue parisienne. J'ai souvent été frappé par le fait que les dégradations qui sont dues à l'homme, aux jeunes, sont au moins en partie liées à la qualité visuelle du bâtiment, du construit, du bâti. On sait par exemple qu'un lycée qui a été correctement réhabilité est souvent bien mieux respecté par les jeunes. Il y a donc là sûrement une part de protestation dans ces actes de dégradation qui, de ce fait, se comprennent mieux si l'on accepte de reconnaître qu'on a manqué de respect en négligeant l'environnement de ces gens. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, les jeunes ignorent complètement qu'à l'époque où on les a construits, on ne se préoccupait pas du vieillissement des bâtiments. La reconstruction dans les années 50, bien sûr, avait de tout autres objectifs. Ça me plaît quand même de penser que, inconsciemment, ces jeunes ont dans la tête que si on l'avait voulu, on aurait pu faire moins moche. Et ça me plaît aussi un peu ici, aujourd'hui, dans cette salle, de faire un peu de subversion en laissant propager l'idée qu'aujourd'hui, c'est facile et somme toute assez peu coûteux de rendre plus acceptable l'environnement quotidien. De plus, c'est certainement moins coûteux si on prend en compte le coût des nettoyages, des réhabilitations, des démolitions et des reconstructions. Et donc, c'est largement moins coûteux si on veut accepter que le coût social, en plus, est lui aussi un vrai coût. Voilà, c'est dit. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. La responsabilité des politiques est aujourd'hui officielle. Bon, plaisanterie mise à part, en fait, il y a un vrai problème pour faire passer des solutions durables et esthétiques dans la pratique. Parce que notre code des marchés
est basé sur la règle du moins 10 ans, ce qui pénalise inévitablement ces solutions, même si le code est assorti de quelques mesures correctives, des directives, des incitations, etc. Ce n'est largement pas suffisant. Il est donc urgent maintenant de mettre au point des indicateurs mesurables, corrélés avec les coûts d'entretien et la durée de vie. C'est par là qu'on a commencé pour les voitures, et ça a marché. Aujourd'hui, les voitures sont beaucoup plus durables qu'avant. Bon. Il faudra bien aussi qu'on y arrive pour les bâtiments et les ouvrages d'art. Ça me paraît même encore beaucoup plus important que pour les voitures. À ce propos, je voudrais faire remarquer qu'il faut savoir que esthétique et durée de vie sont profondément liés. Ça, les architectes ou les historiens de l'art ou de l'esthétique vous l'expliqueraient évidemment beaucoup mieux que moi. Ils expliquent que l'appréciation esthétique, le goût, est d'abord le résultat de l'histoire et de l'expérience des hommes. Par exemple, c'est parce que la pierre de taille a résisté au temps qu'elle est aujourd'hui belle à nos yeux. Pour le béton, on voit bien que ce débat-là n'est pas tranché. Tant il est vrai qu'il y a dans le patrimoine bâti, il suffit de regarder autour de nous, presque autant de beaux ouvrages que de vilains. En conclusion de cette introduction un peu longue, je dirais donc, au XXIe siècle, le génie civil sera beau ou ne sera pas. Bon, passons maintenant à la science. De quelle science au juste s'agit-il? Le béton, on l'a vu, a une propriété magique qui est que quelques heures après avoir mélangé les matières premières, le sable, le caillou, le ciment et l'eau au minimum, le mélange se met à durcir tout seul, tout seul. On dit que le ciment fait prise et derrière ce changement, il y a une réaction chimique ou plutôt un cortège de réactions chimiques qui sont aujourd'hui très bien connues. On en connaît bien les équations, en voici quelques exemples. Le ciment, la poudre de ciment, c'est essentiellement des silicates de calcium avec un petit peu d'aluminate et d'aluminophérique qui ne sont pas là, je n'ai pas mis toutes les équations ici, et qui réagissent avec de l'eau. H, c'est l'eau. Les cimentiers utilisent des notations simplifiées parce que sinon les formules sont trop longues, donc C, c'est CaO, H, c'est H2O, etc. Ça simplifie les formules. Voilà. Mais on n'échappe pas à cette équation des réactions chimiques. Il y a là-dedans beaucoup de chimie et les chimistes sont très forts les cimentiers sont très forts en chimie et ils ont même leur propre écriture, vous voyez, ce qui est le signe d'une civilisation avancée. Alors, il y a une autre, le béton a aussi une autre propriété quasi miraculeuse qui est que la prise ne se fait pas instantanément, comme avec la glu 3 par exemple. Mais elle ne se fait qu'au bout de 2 ou 3 heures, ce qui est tout de même assez sympa pour les gens qui font du béton sur les chantiers. Là, c'est plus seulement de la chimie, il y a maintenant de la physique là-dedans. On parle d'ailleurs, la discipline qui traite de ça s'appelle la chimie physique, puisqu'il y a derrière cela des processus de dissolution à la surface des grains de ciment et de diffusion dans l'eau, processus qui ont des cinétiques spécifiques et leur propre constante de temps. D'un autre côté, l'utilisateur, celui qui achète le béton, c'est le maître d'œuvre, le représentant du client final, qui est un architecte ou un constructeur, le plus souvent les deux associés. Et ceux-ci ont avant tout besoin d'être rassurés sur la capacité du matériau à supporter les charges de structure et de service. Donc ils font appel à un ingénieur structure ou un ingénieur béton armé. Cet ingénieur calcule la structure, détermine les épaisseurs de poutres, les sections de poteaux, les détails de ferraillage, il vérifie des tas de choses, la résistance au flambement, au choc, à la fatigue, au vent, et lui, il fait essentiellement des calculs mécaniques. Sa culture à lui, ce n'est pas du tout la chimie ni la physique, c'est la mécanique des solides et la résistance des matériaux. Dans ces calculs, l'ingénieur est cependant obligé de prendre en compte 2 particularités essentielles du matériau béton, énormes, quand on regarde son comportement, et qui ne relèvent mal de la mécanique, ce sont le retrait et le fluage, 2 particularités d'ailleurs qui sont tout à fait exceptionnelles pour un matériau minéral et qui ont longtemps gêné l'ingénieur parce qu'il n'arrivait pas à les prendre en compte dans ses calculs de mécanique. Alors le retrait, qu'est-ce que c'est? C'est une déformation très lente, qui n'est pas très importante, qui est de l'ordre de 1 pour 1000, donc on ne la voit pas à l'œil, c'est un peu comme les dilatations thermiques, c'est du même ordre de grandeur, on ne la voit pas. Pourtant, cette déformation est suffisante, souvent suffisante, pour produire des fissures qui, elles, se voient et qui sont parfois très visibles. Et quand elles sont trop visibles, quand elles sont trop ouvertes, elles compromettent la durée de vie du matériau. Bon, alors là, je devais vous montrer des photos de fissures, mais je n'ai pas eu le temps d'en trouver. La photothèque de Lafarge n'a pas de photo de fissures. Mais alors,
c'est quand même très intéressant parce que, en fait, hein, je vais vous montrer comment on va regarder des fissures. Vous allez en voir partout dans les jours qui viennent autour de vous. Des fissures, il y en a plein. Alors, il y a deux sortes de fissures, en fait. Il faut savoir faire le tri. Il y a d'abord toute une série de fissures qui sont des fissures très fines. La peau du béton est toujours fissurée, pour une simple raison qu'on n'est pas dans une atmosphère saturée et on n'est pas dans l'eau. Et donc, il y a toujours un départ d'eau vers l'extérieur qui provoque une dessiccation en surface. Et il y a toujours cette fissuration. Simplement, elle est souvent très fine et on ne la voit pas à l'œil. Il faudrait la regarder au microscope. Quelquefois, elle est un peu supérieure à ce qui a été prévu et on la voit. Et on voit à ce moment-là des fissures fines qu'on appelle un faïençage parce que ça ressemble, vous savez, à ces petites fissurations qu'on a sur les vieilles faïences, qui sont d'ailleurs très belles. Souvent, on associe ce genre de fissuration. On ne l'associe pas à une dégradation de la faïence. Alors, il y a un autre, dans ces fissures très fines, il y a un autre type de fissure qui existe toujours et qu'on appelle les fissures de béton armé. Il faut savoir qu'une poutre ou une dalle en béton armé est toujours fissurée. Toujours fissurée. Parce que si la poutre ne fissure pas, si le béton de la poutre ne fissure pas, l'armature ne travaille pas et ne sert pratiquement à rien. D'accord ? Donc ça, les gens l'ont vu très vite. Le béton armé s'est développé à la fin du 19e siècle. En 10 ans, il s'est imposé partout tout simplement parce qu'il y a eu des grands incendies dans un certain nombre d'usines et qu'on ne savait pas protéger les structures métalliques contre le feu. Et donc le béton s'est imposé très vite, d'abord dans l'industrie, et puis ensuite dans le bâtiment, où là aussi, aujourd'hui, c'est un des matériaux les plus utilisés. Il y a, j'ai vu il n'y a pas longtemps, le premier grand bâtiment en béton armé, c'est 1 rue Danton, c'est construit par François Hennebique en 1900, et il est dans un état absolument magnifique. 1 rue Danton, c'est juste derrière la fontaine Saint-Michel, à droite de la taverne alsacienne. Voilà, allez le voir, c'est vraiment très beau. Bon, donc le béton armé est toujours fissuré. La fissure fait partie du comportement mécanique normal du béton armé. La fissure est indispensable à son bon fonctionnement. Par contre, il est essentiel que les fissures restent fines, que toutes ces fissures, qu'elles soient les fissures de faïençage du retrait ou les fissures de béton armé. Pourquoi ? Parce que si les ouvertures de fissures dépassent 2 ou 3 dixièmes de millimètre, les ennuis commencent. On sait en effet qu'au-dessus d'une certaine valeur critique d'ouverture, le ruissellement d'eau peut se produire à l'intérieur de la fissure, il dissout un certain nombre de produits, notamment la chaux. Il y a toujours de la chaux dans le béton qui donne un pH élevé. C'est ça qui protège les aciers contre la corrosion. Voilà. Alors toute la théorie du béton armé est basée là-dessus, et on peut dire aujourd'hui, après un siècle d'affinement, le principe est le même, et les règles de calcul ont été calibrées pour que les fissures s'ouvrent et que leurs ouvertures restent inférieures à cette valeur critique. Voilà. Par contre, si on a fait une erreur de calcul béton armé, ou si le retrait est mal pris en compte, l'ouverture des fissures peut dépasser cette valeur. Et alors là, les conséquences sont très graves parce que l'acier commence à corroder, la rouille est un produit expansif qui gonfle, qui fait éclater le béton, et après, c'est toutes les horreurs que vous pouvez voir sur un certain nombre d'ouvrages. Les plus belles horreurs, c'est sur le boulevard des Maréchaux, au nord de Paris, entre la porte de Pantin et la porte Maillot. Boulevard des Maréchaux, pas le périph', hein, et vous regardez au plafond, vous allez voir des horreurs. Bon, le fluage, j'ai parlé de retrait, le fluage est lui aussi une déformation très lente. C'est un peu plus compliqué. Le fluage, c'est la déformation qui s'ajoute à la précédente lorsque le béton est chargé. On appelle ça la composante visqueuse du comportement. Visqueuse parce qu'il y a l'influence du temps. Le fluage, lui, il est sans conséquence dans le bâtiment, dans les ouvrages en béton armé. Il n'y a pas de conséquence, aucune gravité. Par contre, il en a dans les ouvrages en béton précontraint parce que les ouvrages précontraints sont comprimés et si sous cette compression le béton se raccourcit, les armatures qui sont ancrées aux deux extrémités bien sûr se raccourcissent avec et perdent une partie de leur tension. Et ça c'est assez... Enfin, aujourd'hui c'est bien maîtrisé mais quand même ça nécessite des calculs qui sont encore difficiles à faire et incomplets. Voilà. Donc ces deux caractéristiques, l'ingénieur veut mieux les connaître et il a du mal. Les modèles ne sont pas parfaits. Elles sont toutes les deux liées à la présence d'eau non liée chimiquement à l'intérieur du matériau parce qu'en fait, pour faire un bon béton, on met généralement nettement plus d'eau que ce qui est nécessaire à la prise du ciment, à la réaction chimique que j'ai montrée tout à l'heure. Si on mettait juste l'eau nécessaire à la réaction chimique, on aurait une poudre beaucoup trop sèche et on ne pourrait pas la mettre correctement dans les coffrages. Donc on en met plus.
Ou alors on utilise des superplastifiants, mais ça c'est une autre affaire. Voilà, il est intéressant de noter que les questions que pose l'ingénieur à ce niveau-là n'ont pas pu avoir de réponse correcte, efficace, sans une avancée profonde dans la compréhension, je dirais même complète, dans la compréhension physique de ces mécanismes. Et c'est ce que je vais essayer maintenant de vous montrer. Bon, alors, ça peut vous paraître trivial à certains d'entre vous, mais ce n'est pas du tout trivial pour les ingénieurs de génie civil. J'ai moi-même commencé ma carrière comme ingénieur génie civil, et j'ai longtemps cru qu'il suffisait de faire des essais, par exemple à différentes températures ou à différentes humidités, et de rentrer ça dans ma loi de comportement mécanique par un simple paramétrage. Et en fait, je vais vous montrer un exemple qui montre que cette approche ne marche pas du tout. Alors voici un exemple qui montre que cette approche est impossible. Ça, c'est le calcul par élément fini, des températures qui se développent dans les voussoirs du pont de Normandie. Donc je vous rappelle le pont de Normandie, voilà. Vous prenez donc le tablier ici, la partie horizontale, le tablier qui est en béton, non pas 600 mètres de la travée centrale ici sont en acier pour des raisons de réduction du poids. 110 mètres de chaque côté, de part et d'autre des pylônes sont en béton, et puis les viaducs d'accès ici sont en béton. Donc cette partie est en béton, et elle a, pour des raisons de résistance au vent, elle a un profil d'aile d'avion. Donc ceci représente la demi-largeur du pont, c'est une coupe. Hein, ça, il faut penser que c'est la ligne blanche, avec les voies de gauche ici, les camions roulent là-dessus, c'est creux, ok. Multiplié par ça, l'ordinateur ne fait pas 2 fois, c'est symétrique, donc il ne fait pas 2 fois le même calcul, on fait le calcul que sur une moitié de la largeur. Le béton est coulé par longueur de, je ne sais plus, entre 5 et 6 mètres, je crois, on a fait ça il y a 15 ans. Je n'ai pas retrouvé les résultats en couleur, puisque c'est assez vieux. Donc imaginez ici que ce qui est gris foncé, c'est rouge, et ça veut dire que c'est chaud, avec une température qui dépasse 45 degrés. Pourquoi la température dépasse 45 degrés? Parce que le ciment, les réactions dont j'ai parlé tout à l'heure sont des réactions dites exothermiques, elles dégagent de la chaleur, un grand nombre de calories par gramme de ciment. Dans des conditions de laboratoire adiabatique, ça fait une élévation de température qui est de l'ordre de 50 degrés. Et donc on voit ici on a une partie massive qui fait 2,50 m d'épaisseur par 4 mètres ou 3,50 m de large. Pour des questions ça augmente la rigidité horizontale, c'est pour des raisons de résistance au vent du tablier. Et dans cette partie-là, donc, la chaleur du béton se dégage, elle s'accumule à l'intérieur et ça chauffe beaucoup plus que dans les parties fines qui, elles, refroidissent très vite. Alors ça vient d'une propriété de la thermique extrêmement simple qui dit que les cinétiques de diffusion sont proportionnelles au carré des dimensions. Donc je vous ai ici mis 3 objets en béton qui sont homothétiques. Par exemple ici un voile de 20 cm, 40 cm d'épaisseur et 80 cm d'épaisseur. Si on les chauffe tous les 3 à 70 degrés par exemple et qu'on regarde comment ils refroidissent, ils vont évidemment refroidir à des vitesses différentes. Le voile fin refroidit beaucoup plus vite que le voile épais, non pas dans le rapport de leurs épaisseurs, mais dans le rapport du carré de leurs épaisseurs. Ce qui veut dire qu'un voile de 80 cm par exemple, il va refroidir en 10 jours, un voile de 20 cm, 4 au carré fois moins, 4 au carré, 16 fois moins, donc beaucoup moins, quelques heures. D'accord ? Alors c'est pourquoi ici, après la prise du ciment, dans les parties fines qui font 18 cm d'épaisseur, je n'ai pas du tout chauffé parce que ma chaleur s'est dégagée plus lentement qu'elle a diffusé vers l'extérieur, je refroidis plus vite que je ne chauffe, et donc je reste à 20 degrés tout le temps. Et là, dans les parties massives, c'est le contraire. Je chauffe beaucoup et je ne refroidis pas. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, les ingénieurs font ce genre de calcul avec ces logiciels. En fait, c'est un peu frustrant pour le chercheur parce qu'on a mis beaucoup de temps à développer ces méthodes de calcul. On est allé très loin dans la mise à disposition du logiciel et l'ingénieur s'en sert finalement beaucoup moins qu'on ne pensait. En fait, la raison en est très simple. C'est que l'ingénieur, une fois qu'il a compris vraiment fondamentalement un mécanisme, il est beaucoup plus fort que l'ingénieur. Il ne fait pas du tout ce calcul tout le temps parce qu'il a en tête des ordres de grandeur. Et donc, il y a tout un tas de cas dans lesquels il a déjà, avant de faire le calcul, il connaît la solution. Il sait que, ah bah oui, dans ce cas-là, et puis il y a toute son expérience. Donc, il ne fait le calcul que dans la petite zone grise, un peu limite, où ces problèmes-là sont critiques. D'accord ? Et évidemment, l'épaisseur de cette zone grise diminue rapidement avec son expérience. Voilà, pour la thermique, donc,
ça se passe assez bien. Il n'en est pas la même pour la physique. Alors, on va faire un petit peu de physique maintenant. Et pour ça, retrait et fluage, tout est dans l'eau. Je vais simplement vous donner 2 clés qui ont permis de tout comprendre et de décortiquer complètement le mécanisme et ensuite de le reconstruire. Ces 2 clés sont très simples. Pourquoi il y a du retrait et du fluage? Donc je vous ai dit qu'il y a un peu plus d'eau. Le béton est un matériau poreux, il y a un peu plus d'eau dans le béton. Mais en fait, pour comprendre ces phénomènes, il faut revenir à une expérience qui est beaucoup plus simple et qui est celle du tube capillaire. Vous vous souvenez, quand vous plongez un tube capillaire dans un récipient d'eau, dans un bac d'eau, on fait ça, autrefois on faisait ça en TP de première ou de seconde, je ne sais plus, eh bien on voit que l'eau monte dans le tube capillaire, d'accord? Alors il faut bien comprendre cette expérience, et quand on l'a comprise, eh bien, tout s'éclaire. Voilà, alors en fait ici, ce qui se passe, la plus forte énergie, c'est l'énergie de surface entre le solide et le liquide, et celle-là, elle impose un angle de mouillage ici. Là, cet angle de l'interface eau-gaz est courbe. On parle de ménisque et elle forme un angle avec le verre. Cet angle ne dépend que de la nature du solide et du liquide, la nature chimique du solide et du liquide, et elle est indépendante de toutes les conditions thermodynamiques, pratiquement, au premier ordre près, en tout cas. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, ensuite, la deuxième énergie, c'est l'énergie de surface entre le solide et le liquide, qui fait que cette surface-là, elle prend la forme de moindre énergie, et on sait que c'est comme la bulle de savon dans laquelle vous soufflez dedans, elle tend vers la sphère, parce que la sphère est la forme qui minimise l'énergie. Donc ici aussi, si on a un angle imposé à la périphérie dans la surface intérieure du tube, ça donne une surface qui est sphérique, une portion de sphère. Voilà. Et alors, si on a ici une surface qui est sphérique, cette surface sphérique, elle impose un delta P, un écart de pression entre le gaz et le liquide, qui est proportionnel au rayon, ou inversement proportionnel au rayon de courbure. Voilà, proportionnel, inversement proportionnel au rayon de courbure, proportionnel à la courbure. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Des choses finalement qui sont d'une simplicité biblique. Sur la paroi du récipient ici, vous connaissez la variation de pression, c'est ρGH. On a la pression atmosphérique ici, des deux côtés. Puis quand on descend dans le liquide, la pression croît beaucoup plus dans le liquide en fonction de ρGH sur la paroi intérieure que sur la paroi extérieure. Donc le verre ici, il est soumis à un effort qui le pousse. Bon, dans un récipient ça tient, mais dans un barrage, il faut le calculer. Eh bien, sur la paroi du tube, on a ici exactement la même loi qui continue, sauf que ici, la pression décroît quand on monte. Si bien que quand on a un tube très fin et que l'eau monte très haut, eh bien, il y a un moment donné où on passe dans le domaine des tractions. Là, on a la pression atmosphérique qui est une pression positive. On a un domaine dans lequel la pression ici intérieure est inférieure à la pression extérieure, inférieure à la pression atmosphérique. Et on a tout un domaine dans lequel ici on a des tractions. Voilà, longtemps, les gens n'ont pas cru que le liquide pouvait résister en traction. C'est faux. On sait que l'eau résiste à des tractions, surtout dans des petits pores qui sont de l'ordre de 150 mégapascales. C'est absolument énorme. Voilà. Alors maintenant, si je regarde qu'est-ce qui se passe dans mon tube, eh bien, mon tube, ici, il est en traction. La peau intérieure du tube est en traction et donc le tube, il se rétracte. Ça aussi, c'est difficile à... Enfin, il y a des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas. C'est tout bête. Pour comprendre, vous prenez un ballon. Quand vous soufflez dans un ballon, j'augmente la pression à l'intérieur du ballon. Et tout le monde sait que, bien sûr, la membrane du ballon, elle est tendue. D'accord ? Réfléchissez bien à cette expérience élémentaire. Soufflez dans un ballon, la peau du ballon se tend de plus en plus. D'ailleurs, à un moment donné, elle claque. Eh bien, ici, dans l'eau, c'est le contraire. Dans le tube, c'est le contraire. L'eau est en traction, elle tire sur ma peau, sur la peau du tube, et ça met le tube en compression. Voilà, c'est tout. Alors, les pores du béton, bon, cette valeur limite ici, je l'ai calculée, elle est de l'ordre entre 2 et 3 microns, ça dépend du verre, etc. Et dans les CSH, dans le béton, il n'y a que des CSH, des silicates hydratés qui tapissent la peau, bien sûr, puisque si c'était autre chose, ça réagirait avec l'eau, donc l'eau ne voit que des CSH. Et sur ces CSH, on connaît l'angle de mouillage, et les pores du béton sont tous inférieurs au micron. On n'a pas de pores, sinon on les verrait, c'est pour ça qu'on ne voit pas les pores du béton. La porosité du béton, c'est 15 à 20%. La porosité de la pâte de ciment, c'est 30 à 50%. C'est énorme. Quand on regarde au microscope, on voit que des trous. Mais on ne les voit pas à l'œil parce qu'ils sont inférieurs au micron. Donc, voilà, des tractions. Bon. Excusez-moi, mais on a mis un siècle avant de comprendre ça, parce que souvent, les choses les plus simples, on n'y croit pas, parce que la réalité finale est très complexe. Et donc, on cherche des tas de raisons pour dire non, ça ne marche pas, et chercher d'autres théories. Non, il faut revenir à des théories simples. La complexité, on verra comment après on la prend en compte. Voilà. Alors, oui, bon, là, je ne vais pas rentrer, parce que sinon, je ne tiendrai pas les délais.
Je vais quand même en parler parce que c'est vraiment trop beau. Qu'est-ce que c'est que la prise du ciment? Là aussi, c'est quelque chose de tout bête. J'ai ici représenté 9 grains de ciment dans de l'eau. Bon, la réalité, bien sûr, est beaucoup plus complexe, mais surtout à cause de la géométrie. Et ça, la géométrie, c'est quelque chose qu'on peut très bien prendre en compte. Donc, je vous demande d'accepter que ce que je vous montre ici avec une géométrie simple reste vrai avec une géométrie complexe. Aujourd'hui, on a toutes les théories, la percolation, Eugène a parlé ici il y a 2 jours. On a des outils magnifiques qui permettent de rajouter la complexité géométrique. Donc, il faut comprendre l'expérience la plus simple qui est celle-ci. Une fois que le ciment est avec l'eau, ça réagit et ça forme du solide qui est ici en gris clair, qu'on appelle les CSH, les hydrates, les silicates hydratés. Bien sûr, le solide formé est plus grand que le solide consommé. J'ai une augmentation du volume solide, d'accord? Et mes grains ici, je ne sais pas si ça se voit à l'œil, mais ils sont plus gros que les grains d'avant. J'ai plus de solide qu'avant en volume, ok? Par contre, j'ai aussi consommé de l'eau. Et j'ai consommé plus d'eau que je n'ai augmenté mon solide, ce qui fait que le volume total diminue. Voilà. Donc là, il y a une contradiction qui n'est qu'une contradiction apparente. Il y a à la fois une augmentation de volume, mais c'est le volume du solide, et une diminution du volume, mais c'est le volume total. On pourrait dire, j'ai un corps A plus B qui forme un corps C, le gris clair ici. Donc j'ai C, volume de C est plus grand que volume de A, mais plus petit que volume de A plus volume de B. C'est élémentaire. Il n'y a aucune contradiction là derrière. Alors, ça se passe effectivement comme ça pendant cette magnifique période de 2 heures avant la prise. Et puis, bien sûr, on ne peut pas avoir à la fois des grains qui grossissent, qui en plus se rapprochent, puisque la diminution du volume total, ça veut dire que les centres de gravité se rapprochent lentement. Donc, on ne peut pas avoir ces deux choses sans qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose. Ce quelque chose, c'est les grains se touchent. Et là, percolation derrière. La théorie de la percolation, bien sûr, ça marche très bien. Ils ne se touchent pas évidemment tous en même temps. La théorie de la percolation décrit ça magnifiquement. Et à ce moment-là, quand les grains se touchent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, rien ne s'arrête. La chimie continue imperturbablement. Elle est insensible aux autres. On dit qu'il n'y a pas de couplage, là. La chimie, on le voit, par exemple, en mesurant le dégagement de chaleur. Il n'y a aucune discontinuité sur la courbe de dégagement de chaleur. Donc, tout continue comme avant, avec donc une diminution du volume total. Le volume total ne peut plus disparaître ici. Donc, la nature, elle n'a plus que 2 choix. Elle n'a plus que 2 choix. Le premier choix, c'est que la réaction se poursuive et l'eau, pour compenser le déficit volumique, pénètre à l'intérieur. Alors ça a été étudié. On sait aujourd'hui que ça se produit effectivement à la surface du béton sur une profondeur qui est très variable d'un béton à l'autre. Des bétons ordinaires, c'est plusieurs centimètres. Sur des bétons de haute performance, c'est quelques millimètres. Et les tout derniers bétons, c'est presque rien du tout. Et puis l'autre phénomène, c'est en masse, eh bien, il y a augmentation du volume de gaz. En fait, apparition de microbules, c'est plutôt des bulles existantes au départ, ce qu'on appelle l'air entraîné. Il y a toujours au minimum d'1% de volume d'air sous forme de microbules qui sont entraînées au malaxage. Voilà. Bon, avec ces deux choses-là, on a tout compris. Il y a aussi une autre chose qui a permis le développement des bétons de haute performance, c'est ce petit dessin qui l'explique, qui est la théorie des empilements granulaires, qui a fait l'objet de développement mathématique dans les années 80 et qui est à la base des bétons de ultra haute performance. Là aussi, il y a derrière ça une idée extrêmement simple. Quelle est cette idée? Si je prends 3 empilements granulaires monomodaux, c'est-à-dire là, tous les grains ont à peu près la même taille, des cailloux, ou du sable, les grains sont plus petits, mais voilà. Et puis une poudre fine, ça c'est censé représenter une poudre fine. J'aurais dû mettre ça en gris, mais je n'ai pas trouvé le gris. Bon, si je regarde la compacité, c'est-à-dire le rapport vide sur solide, là-dedans, c'est très facile à faire, il suffit de mesurer à sec, vous rajoutez de l'eau jusqu'à couvrir le tout, et vous faites une deuxième mesure. La différence entre les deux vous donne le volume des vides. Donc vous avez le volume des vides divisé par le volume total, c'est la compacité, et c'est une magnifique propriété de la nature, cette compacité tourne toujours autour de 0,60. C'est même étonnamment petit, ça varie entre 0,58 et 0,61 à peu près. Comme dans un sac de billes à peu près, c'est la même valeur. Sac de billes, c'est un petit peu plus fort que des cailloux de forme naturelle. Alors pourquoi cette compacité est invariante d'échelle? C'est une propriété mathématique de notre espace géométrique qui dit que l'homothétie conserve les rapports volumiques. D'accord? Vous n'avez qu'à faire le calcul avec des sphères, vous verrez que la sphère a toujours le même rapport avec le volume du carré qui l'entoure. Bon, alors, une magnifique propriété des mélanges granulaires, c'est que si je prends 2 mélanges comme ceci, eh bien, si je prends 2
empilement mono-modo comme ceci, que je les mélange, et ben j'ai une compacité qui est toujours supérieure à chacune des deux. Et je peux même faire le calcul dans le cas où le rapport des diamètres est très différent. On peut faire le calcul exact. Si je prends 0,60, je mets le maximum de gros grains ici, 0,60, et dans le volume qui reste, qui est 1 moins 0,60, ce volume qui reste, je le remplis avec quelque chose qui fait 0,60 du volume. Et donc, j'obtiens ça. Et quand j'en rajoute,
la chimie physique, la physique des poreux, la physique des désordonnés, la physique et j'en passe, la mécanique bien sûr, et surtout une science, une discipline nouvelle qui est la micromécanique, qui est la mécanique des milieux composites ou des milieux désordonnés, et qui est vraiment une science spécifique qui donne un statut nouveau à la science des matériaux. La première fois que j'ai entendu parler de science des matériaux, j'ai un peu souri. C'est une sorte d'oxymoron, un mot, vous savez, d'une association de mots un peu contradictoires. Et en fait, aujourd'hui, la science des matériaux, c'est une véritable approche scientifique nouvelle. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire que tout le plaisir, vous l'avez peut-être senti, que j'ai eu à faire de la recherche sur un objet qui s'utilise absolument partout, et sur lequel on peut faire des expériences sur place, sur les ouvrages. J'ai eu la chance de pouvoir faire des expériences dans le tunnel sous la Manche, sur le pont de Normandie. Donc ça m'a permis de marcher sous la Manche, de monter en haut des pylônes du pont de Normandie, évidemment. C'est un grand plaisir. Bon, et puis avec ces nouveaux matériaux comme Ductal aujourd'hui, qui vraiment vont ouvrir encore quelque chose de tout neuf. Mais je crois qu'il n'y a pas seulement Ductal et les bétons de haute performance. Je pense aussi qu'on va voir, en tout cas j'espère, qu'on va voir les retombées de toutes ces avancées sur les bétons de tous les jours et sur les bétons courants. C'est mon vœu. Et puis je voudrais terminer en disant que c'est un vrai plaisir de parler ici et de sentir une attention aussi communicative. Merci. Alors, passons aux questions. Je suppose que... Alors, monsieur, tout de suite une. Madame, descendez. Donc, madame, ici. Oui, tout le monde l'aura. Allez-y. Commencez. Oui. Monsieur, là. Qui c'est qui l'a demandé? Monsieur, là. Non, attendez, on vous passe un micro. Madame commence, elle a le micro. Allez. Merci pour vos explications. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on appelle un béton liquide. Un béton liquide, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire des bétons, on les appelle bétons autoplaçants dans notre jargon, parce qu'on arrive à les mettre, je l'ai dit, en place sans aucune opération supplémentaire, et notamment en supprimant la vibration. Le béton, là, le ductal, est un... J'ai pas de... Je vous montrerai une photo peut-être pendant la prochaine question. Ce sont des matériaux qui coulent tout seuls, qui sont extrêmement fluides. Donc effectivement, on peut dire qu'ils sont liquides. Oui. Bon. Voilà. Et c'est grâce à deux choses. C'est grâce d'une part à ces nouveaux produits qui sont les superplastifiants, qui ont fait d'énormes progrès et qui continuent à faire des progrès, qui vont encore faire des progrès dans les années qui viennent parce qu'on est en train de mieux comprendre comment sont constitués et qu'est-ce qui dans ces polymères agit. Et donc, alors ces superplastifiants qu'on met en toute petite quantité, ils sont très chers, mais on les met en très très peu et c'est extrêmement efficace. Et puis l'autre chose, c'est aussi, je vous ai parlé d'empilement granulaire, il y a aussi dans la théorie des empilements granulaires des lois mathématiques, physiques et mathématiques qui nous permettent d'optimiser le matériau de manière à optimiser, à améliorer ses caractéristiques rhéologiques. La rhéologie, c'est la science de l'écoulement d'un matériau fluide. Mais ce n'est pas vraiment un liquide, ou c'est un liquide un peu particulier, c'est une classe de liquide un peu particulier. Monsieur, qui avait... Allez-y. Oui, vous n'avez pas abordé le problème de la pollution qui est énorme dans vos cimenteries et dans l'extraction en amont. Les cimenteries sont très très polluantes. Alors, bon, je ne peux pas répondre correctement. Je ne suis pas cimentier, je ne suis pas chimiste, je suis ingénieur et homme de béton. Béton-ciment, c'est quand même différent. Ceci dit, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a des industries beaucoup plus polluantes. Il y a des problèmes de pollution, comme dans toute l'industrie. Un acarien. Bon, je ne savais pas qu'il y avait des acariens. Les cimenteries, quand j'étais jeune, autour des cimenteries, effectivement, on voyait ce que c'était une cimenterie. Aujourd'hui, on dépoussière complètement, on récupère toutes les poussières et l'environnement autour d'une cimenterie est aussi propre.
Allez-y, madame. Merci pour vos explications, mais je m'attendais à plus d'explications concernant le ductal et vos recherches sur l'Agilia. D'après votre photo que j'ai vue sur le ductal, ça ne supprime pas les aciers de traction. Donc ça me rassure parce qu'on a toujours appris à l'école qu'il y avait des aciers en traction. Si. Donc d'après la photo, je vois que ça ne les supprime pas. Quelle est la résistance à la compression et quel est le coût pour le bâtiment par rapport aux ouvrages de travaux publics? Et parlez-nous aussi un petit peu de l'Agilia si vous pouvez. Merci. D'accord. Bon alors ductal. Merci. Bon alors d'abord je vous confirme qu'avec ductal on supprime complètement toutes les armatures dites passives. Par contre, rien n'empêche, comme avec le béton armé, d'utiliser des armatures de précontrainte. Ductal marche très bien avec des armatures de précontrainte, précisément parce qu'encore mieux que le béton ordinaire, à cause de sa grande résistance en compression, 200 mégapascales hein, de résistance caractéristique. C'est absolument énorme. Le comportement en traction, non, je ne vais pas vous faire un cours sur la traction. Le comportement en traction du matériau est un comportement dit ductile, qui n'est pas du tout fragile et qui donc ne nécessite absolument plus les aciers de traction. Sur la photo que vous avez vue, on a exploité les performances du matériau pour y rajouter des armatures de précontrainte. Mais ça, c'est unique. De même que on peut y aller peut-être. De même que pour le béton. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est celle d'avant. Voilà, de même que pour le béton armé, il y a les deux solutions avec et sans précontrainte. En poutre, effectivement, ductal fonctionne beaucoup mieux avec des armatures de précontrainte. Mais fondamentalement, il n'a pas besoin d'armature de traction pour deux raisons. La première, c'est que le comportement n'est plus fragile, on n'a plus aucune instabilité en traction. Et la deuxième, c'est que les résistances à la traction que l'on peut mesurer ont des distributions statistiques qui sont parfaitement acceptables du point de vue des lois statistiques, des lois de Student, etc. Si on n'utilise pas la traction pour un béton ordinaire, ce n'est pas tellement parce que sa valeur est très faible, c'est surtout parce que la distribution statistique des résultats de traction, il y a une distribution statistique qui ne se prête pas à des calculs de type probabiliste et de sécurité. Typiquement, on ne peut pas utiliser la loi de Student, ce qu'on fait sur tous les matériaux. En compression, du béton par exemple, on a une distribution statistique qui est saine et qui permet de définir un fractile 95%, par exemple, 95% d'avoir la sécurité du matériau. Donc ça, si on a le problème de la sécurité est assuré. Voilà. Agilia, oui, Agilia. Bon, Agilia, c'est une marque, c'est une gamme de produits commercialisés par le groupe Lafarge. Et qui représente une gamme de produits qui sont autoplaçants ou autonivelants selon les applications. Le groupe Lafarge procède de manière extrêmement prudente en développant des produits pour des applications extrêmement précises, et pour lesquelles on a mis un produit et on garantit la reproductibilité des performances. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 4 ou 5 produits et tous les 6 mois, on met sur le marché un nouveau produit adapté à une application. C'est des produits donc, qui sont, dans certains cas, ils sont utilisés par exemple dans le bâtiment, pour des voiles de bâtiment, ils sont utilisés à cause de la facilité de mise en œuvre et la réduction significative, la réduction de la durée de la construction. Donc il y a un certain nombre de cas pour lesquels c'est très important pour le promoteur ou pour l'entrepreneur. Il y a d'autres produits, comme par exemple les chapes. Dans le bâtiment, la chape, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chapiste travailler, c'est quelqu'un qui a 35 ans, il n'a plus de dos. Hein. Donc là, on commercialise un produit qui est un produit qui se met liquide, il se met en place tout seul, il s'étale tout seul, et ça facilite énormément. Là aussi, il y a à la fois le confort de l'ouvrier et la rapidité, la simplicité de mise en œuvre. Mais donc, le problème avec le béton, c'est un problème vraiment très particulier. C'est pour ça qu'il a besoin d'énormément de science derrière. C'est que quand on formule un produit comme celui-là, on a à tenir compte d'énormément de choses de nature différente. Il faut absolument contrôler, maîtriser ses performances mécaniques. Vous avez parlé de compression, traction, fragilité, etc. Ses propriétés dites rhéologiques,
c'est-à-dire sa fluidité à la mise en œuvre, l'homogénéité du mélange, et que lors de la mise en œuvre, l'homogénéité soit conservée tout au long des opérations. C'est pas rien, c'est même très difficile quelquefois, particulièrement avec les bétons liquides. Et là derrière, il y a beaucoup de science et beaucoup de savoir-faire, et puis tout aussi une maîtrise industrielle qui est importante. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, bonjour monsieur. J'aurais 2 questions à poser sur le béton que les Américains utiliseraient et qui serait d'après vous de qualité pas toujours adéquate. Mais l'Empire State Building a été fait en béton ou en ferraille? Parce qu'il est tellement haut, il devrait s'écrouler depuis longtemps. Ma deuxième question, c'est la maladie du béton dans les immeubles qu'on peut voir tout autour de nous. On est toujours frappé par une chose, c'est que le ferraillage est fait d'une manière très médiocre. Souvent, il est à fleur de peau. Et secondo, alors comme vous avez dit que le béton est poreux, il laisse immanquablement toujours passer de l'humidité. Mais pourquoi, depuis le temps qu'on utilise du béton, on n'a pas prévu pour les parties exposées sur les nez de balcon, les hauts de toiture, etc., des bétons, au moins pour les parties en question, des bétons, un ferraillage qui soit préservé justement de ces dégradations souvent très rapides et très rapides. Voilà. Merci. Bon, la qualité du béton aux États-Unis, en Amérique du Nord. Bon, je dirais qu'on a un peu fait la même chose, nous, il y a 50 ans, la reconstruction après la guerre, on a construit beaucoup de bâtiments qui n'avaient pas une très grande qualité. Pourquoi? Je l'ai dit. Je pense qu'à une époque, on se préoccupait de construire vite. Le béton était un matériau robuste, solide, facile à faire, et on n'a pas fait très, très attention, il faut bien le dire. Donc, vous savez, aux États-Unis, la culture est différente. On ne construit pas pour l'éternité. Je dirais même, justement pas. Ils trouveraient ça presque un peu... À la limite, ils pourraient penser que c'est presque un peu de l'altruisme, quoi, de faire ça. Donc, c'est toute cette culture-là qui est différente. Alors, il ne faut pas dire qu'ils font les choses mal. Ils sont très bons technologiquement. Simplement, ils ont longtemps construit sans avoir la vision de la durée de vie. Ils vont très vite. Et puis, vous savez, les villes aux États-Unis, ça change tout le temps. Enfin, faut voir, l'urbanisme, c'est exactement la même chose. On construit, on ne se préoccupe pas du reste. Le reste, de toute façon, ils pensent que tous ces problèmes-là se résolveront un petit peu tout seuls. C'est dans leur logique. Voilà. Donc ça, je voulais dire. Alors l'Empire State Building, je ne sais pas trop. Je suppose, je pense qu'à l'époque, on ne construisait de grandes choses comme ça qu'en métal, parce qu'on avait confiance que dans le métal. Ils ont longtemps construit en métal. Bon, la situation s'est inversée lorsque les gens ont appris qu'en haut des buildings, il y avait des mouvements sous l'effet du vent qui pouvaient atteindre 2 ou 3 mètres. Et brutalement, tout le monde s'est mis à avoir mal au cœur dans les derniers étages. Donc les derniers étages aujourd'hui ne sont plus habités, quand c'est des ouvrages métalliques. Et du coup, on construit maintenant, ce n'est pas la seule raison, hein, mais ça a sûrement beaucoup joué. Et depuis une vingtaine d'années, on construit ces grands immeubles avec un noyau central, là où il y a les escaliers, les ascenseurs et les parties techniques en béton, qui donne la rigidité à l'ensemble. Et effectivement, ça réduit énormément les mouvements en haut. Voilà, et ça marche. Alors là, en Amérique du Nord, maintenant, ils utilisent des bétons de haute performance pour les poteaux du rez-de-chaussée. Plus exactement, ils ajustent la résistance à chaque étage, avec les résistances maximales aux étages inférieurs, pour réduire les dimensions de poteaux. Et le surcoût, évidemment, est payé par le coût du mètre carré, tout simplement. Bon, la maladie du béton. Oui, disons qu'aujourd'hui, le béton, ce n'est pas que de la science, c'est aussi beaucoup de règles de savoir-faire, ce qu'on appelle les règles de l'art, et qui devraient être appliquées systématiquement sur les chantiers. Elles ne le sont pas toujours. Bon, ben ça, c'est comme ça, c'est un problème de formation, c'est un problème de culture, c'est un problème de rigueur du maître d'œuvre. C'est un problème d'application. J'ai un peu parlé de cette notion de code des marchés. C'est vrai qu'on construit pour le futur et il y a une vraie difficulté dans un contrat de génie civil à introduire les notions de qualité, parce qu'il faut aussi pouvoir les mesurer. Alors, c'est pour ça que je parle de l'importance des indicateurs mesurables en matière de durabilité. C'est parce que dès qu'on a des indicateurs mesurables, on peut les mettre dans un contrat
on peut les spécifier et on a un juge de paix, en fait. Ça, c'est très, très important. Voilà. Madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi, lorsqu'il pleut très fort sur un chantier et ailleurs d'ailleurs, pourquoi ça ne gêne pas du tout la prise du béton, s'il vous plaît, lors de la construction d'un immeuble? Oui. J'avoue que je ne me suis jamais posé cette question. Je pense que ça ne gêne pas. D'abord parce que la quantité d'eau apportée est très faible. Ensuite parce que, quand même, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, mais qu'il faudrait prononcer, c'est que le béton est un matériau qui est extraordinairement robuste. Robuste au sens où il est quand même peu sensible à un certain nombre de choses. Vous faites du béton dans votre jardin, vous prenez les quantités, je dirais, autrefois on disait 2 brouettes de cailloux, une brouette de sable, un sac de ciment et 3 seaux d'eau. C'est comme ça que ça se passe, vous mélangez et puis ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est très peu sensible à ça, sauf les problèmes de dégradation, de surface, de fissuration quand on met mal des aciers, etc. Mais voilà, il y a une grande robustesse du matériau. L'eau de pluie, c'est pas grand-chose finalement pendant les 2 heures où le matériau est sensible. Il y en a une partie qui doit ruisseler. Il y a aussi de l'évaporation, donc ça a très peu d'effet. Ceci dit, quand on fait un ouvrage un peu sensible ou qu'on est peut-être dans le domaine de la haute performance, on fait peut-être plus attention et à ce moment-là, on met des bâches sur le béton pour le protéger. Mais effectivement, c'est un problème qui est très peu sensible, qui n'est pas grave du tout. Oui, je crois que dans le cadre d'une future année de la France en Corée, Lafarge va réaliser un pont à Séoul qui a été dessiné par un architecte français, Rudy Ricciotti. Oui. Il paraît que Lafarge va utiliser un béton tout à fait exceptionnel qu'il va utiliser pour la première fois. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous avez déjà parlé de ce béton ou est-ce que c'est un nouveau produit? Et la deuxième question qui est plus polémique est est-ce que c'est un problème de béton qui fait que le pont sur la Seine qui a été réalisé récemment, n'est pas ouvert? Le pont sur la Seine, vous parlez de la passerelle de... Oui, la passerelle, pardon, voilà. Il n'y a pas du tout de béton là-dedans, non, c'est un problème. Alors donc c'est sur le béton qui va être utilisé sur le pont de Séoul. Alors le pont de Séoul, c'est un pont ductal, c'est donc c'est un projet de pont, un projet magnifique, effectivement, c'est très beau. J'ai peut-être... Je vais peut-être vous montrer une image de ce projet. Une image, hein, puisque c'est qu'un projet. Donc dessiné par Ricciotti et qui se fait dans le cadre de la mission de l'an 2000, je crois, et qui est un cadeau de la France à la Corée. En fait, la France offre le design du pont, hein, elle n'offre pas le pont. Alors j'espère que ce projet va se faire. J'espère que ce projet va se faire. Aujourd'hui, on est dans la phase où, effectivement, les autorités coréennes ont accepté le projet, ont signé un contrat avec un contracteur, une grande entreprise coréenne pour le faire, avec une solution ductale, en demandant que l'entreprise respecte le design, c'est-à-dire le dessin de l'architecte. Voilà. C'est ça le projet. C'est une passerelle piéton, mais qui fait quand même 120 mètres de portée. C'est une espèce de lame très très fine sur lequel passe par-dessus un caillebotis de bois avec ici l'accès piéton. C'est un caillebotis de bois très léger qui ensuite parcourt cette lame de ductal et repart de l'autre côté. Et la lame de ductal est un peu, vous savez, comme l'Arche de la Défense. Elle n'est pas dans l'axe, il est légèrement décalé. Et bon, là, on ne le voit pas parce qu'on est dans l'axe. Mais c'est vraiment très, très beau. Voilà, aujourd'hui, c'est un projet. Bon, les premières phases sont passées correctement. J'espère que ça se fera. Ceci dit, là, on est dans un domaine où on a un matériau quand même très, très, très nouveau. On passe d'un seul coup à une portée de 120 mètres. Bon, faut espérer que ça se fasse. En tout cas, on fait tout pour que ça se fasse. Alors, c'est donc ductal, donc c'est le matériau dont j'ai parlé, qui est un matériau qui a été développé en partenariat à Bouygues, Lafarge, Rhodia, sur une famille de matériaux qui ont été quand même
C'est Bouygues qui a été pionnier dans ce domaine. Et aujourd'hui, il y a quand même, ce n'est pas un tout nouveau matériau, il y a quand même un certain nombre d'applications. Bon, ça, vous pouvez le voir, c'est un arbre à Boulogne, mais enfin, c'est un peu anecdotique. Ce qui a été fait avec aussi, c'est une passerelle piéton au Canada. Je vais essayer de la trouver. Tout ça, c'est des objets qui ont été déjà réalisés en ductal. Bon, attendez. Au passage, on a réalisé l'année dernière ces plaques d'ancrage en ductal pour l'île de la Réunion. Alors, ces plaques d'ancrage sont des plaques qui servent à tenir les écailles de terre armée. Elles sont normalement, c'est des croix en fonte. Vous en voyez quand vous prenez l'autoroute A4, sur les premiers 50 km, toutes les culées de pont sont couvertes de grandes plaques en béton et on voit bien un ancrage d'un acier qui ancre la plaque dans le sol et l'ancrage, il y a une croix en fonte. Donc à l'île de la Réunion, la corniche nord, là, ce qui part de Saint-Denis, qui dessert toute la partie ouest de l'île, il y a une 4 voies qui est carrément au bord de la mer et qui tient grâce à cette technique de terre armée dont les plaques d'ancrage sont en fonte, mais la fonte reçoit les embruns, il y a des écarts de température importants, ils sont obligés de réparer en permanence, ce qui coupe le trafic. Alors on appelle ça canal bichique parce qu'il roule que dans le jargon local, que sur une voie. Et donc l'année dernière, ils ont pris la décision de faire ça en ductal. Ça a été très difficile parce qu'il fallait avoir là l'agrément de toutes les autorités, le laboratoire central des ponts et chaussées, le CETRA, service d'études des routes et autoroutes, ce qui est normal d'ailleurs, mais on a passé toutes les étapes. Effectivement, le matériau a été agréé et il y a eu comme ça, je ne sais pas combien, 7000 plaques d'ancrage qui ont été fabriquées et qui sont actuellement mises en place à l'île de la Réunion. Alors, la passerelle de Sherbrooke, quand même, il faut la voir. Elle n'est pas très très belle parce que c'est un matériau vraiment nouveau et donc il y a tout à inventer. Il y a tout l'architecte a inventé, les architectes ont inventé un nouveau langage avec ça. Il a des performances qui ne sont ni celles de l'acier ni celles du béton. Et donc il faut tout réinventer. Et ce processus de réinvention est un processus, on le sait, très très long. Le béton, on a mis 50 ans avant d'arriver aux formes qui sont celles du béton armé aujourd'hui. 50 ans pour le béton précontraint, ça a pris 30 ans. Et il y a encore 10 ans, on a encore imaginé de nouvelles choses qui ont amélioré les performances. Le processus d'invention de nouvelles formes, ce qu'on appelle le design, est un processus très très long. Le scientifique dirait que ce n'est pas un processus algorithmique. On ne peut pas poser des équations et trouver la solution. Alors voilà cette fameuse passerelle. Donc elle a été un peu dessinée comme une passerelle métallique parce qu'on n'a pas fait un gros travail d'invention. Donc il y a ici une poutre en bas de cette dimension-là à peu près. Il y a des câbles de précontrainte. L'ensemble se marie très très bien avec la précontrainte. Ça, ce sont des tubes métalliques fins qui sont remplis de ductal. Et la passerelle qui est là, eh bien, c'est une petite dalle nervurée qui fait dans sa partie courante 3 cm d'épaisseur. On marche sur un béton qui fait 3 cm d'épaisseur. On peut même sauter dessus. J'ai fait l'exercice. C'est très confortable. Je veux dire, c'est moins clinquant qu'une passerelle métallique au sens où quand vous sautez dessus, ça ne fait pas gling-gling, quoi. C'est un comportement plus amorti. Voilà. Donc on a déjà fait, évidemment, les Canadiens sont très intéressés par ce matériau parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de durabilité énormes. Donc celle-là, elle a quand même déjà 2 ans. L'autre application intéressante en ductal, ça c'est le design, voilà. L'autre application, c'était fabriqué par éléments préfabriqués. C'est intéressant de voir aussi que ces éléments de la passerelle de Sherbrooke ont été faits par un petit préfabricant canadien. Donc le matériau, malgré toute la science qu'on a mis dans sa formulation et toute la science qui est derrière, eh bien finalement il peut se mettre en place par presque un petit maçon local, quoi. C'est fabuleux ça quand même. On fait évidemment pour les tunnels, c'est assez extraordinaire. Ça c'est les aéroréfrigérants d'EDF. Vous voyez toute la structure ici en poutre et poutrelle. Qui est soumis à des dégradations terribles et qui ont été remplacés il y a 2 ans par ces poutres en ductal. Il va y avoir un arrêt tranche dans 1 mois et on va pouvoir faire des mesures sur des poutres qui ont été mises dans les mêmes conditions. Et j'attends avec beaucoup d'impatience les résultats qui vont montrer, je pense, que ce matériau est extrêmement résistant. Ça, c'est
des panneaux acoustiques pour la gare de Monaco. C'est l'arrivée du TGV à Monaco, donc c'est une gare un peu de prestige. Et donc l'architecte a utilisé Ductal pour faire les panneaux de la partie inférieure. Bon, on ne voit pas de belles... Bon, après, c'est les plaques d'ancrage. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? On va prendre encore 2 questions, monsieur. Oui. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de voiles de bâtiment. Pardon De voiles de bâtiment. Oui. Et puis, j'aimerais connaître les résistances au tremblement de terre du béton. Oui, qu'est-ce que vous appelez voiles Alors, les voiles de bâtiment, je pense que vous faites allusion à l'utilisation d'Agilia ou des bétons autoplaçants dans les voiles de bâtiment? Qu'est-ce que c'est qu'un voile? Ah, un voile, pardon, excusez-moi, un mur. C'est du jargon de génie civil. On appelle ça un voile parce que en béton, on arrive à faire bien sûr des murs, les murs de séparation dans les habitations, mais on arrive à faire aussi des pièces en béton qui ont 15, 20, 25 cm d'épaisseur et qui ont une courbure et qu'on peut faire de l'architecture avec sur des grandes dimensions. Et dans ce cas-là, on ne parle plus de mur, on parle de voile. Voile au sens où c'est quelque chose qui est presque une membrane, c'est plus épais d'une membrane, mais dans la nomenclature des objets en béton, ça rentre dans la catégorie des voiles. J'aurais dû dire des murs ou des cloisons. Mais cloisons, ça fait un peu cloisons préfabriquées. Donc là, ces murs-là sont porteurs aussi. Alors, deuxième question, c'était... Tremblement de terre. Pardon ? Résistance au tremblement de terre. Ah oui, tremblement de terre. Alors, la résistance du béton au tremblement de terre est quand même très bonne. Et aujourd'hui, il y a toute une ingénierie ça s'appelle le parasismique. Et il y a même des documents réglementaires qui s'appellent des règles parasismiques qui ont été élaborées parce que, tel quel, le béton, si on applique les règles, n'est pas très performant au séisme. Il y a un certain nombre de dispositions constructives qu'il faut modifier pour améliorer ses performances. Quand on applique ces règles parasismiques, on a évidemment des bâtiments qui sont très résistants au séisme. Les Japonais le savent bien, ils utilisent ces techniques-là. Et les derniers séismes japonais ont montré qu'effectivement, ça marchait très bien. Alors, le séisme ductal est un matériau qui se prête également très très bien à ça. D'ailleurs, on a vendu l'année dernière la licence de ce matériau au groupe Taiyeo, qui est le premier groupe cimentier japonais. Bon, ça a été très long parce que les Japonais sont des gens extrêmement rigoureux et qui voulaient absolument tout balayer. Ça a pris 1 an, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Et dans les discussions, la performance du matériau ductal au séisme a bien sûr été analysée et prise en compte dans leurs décisions. Monsieur ? Un des plus beaux ouvrages d'art, à mon sens, c'est l'autoroute qui va du Fayet à Chamonix. Est-ce que les conditions, parce que c'est un pays en plus candidat au tremblement de terre, est-ce que les précautions ont été prises de ce côté-là? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des études sur les résistances des casemates du mur de l'Atlantique ou de la ligne Maginot qui ont été étudiées? Oui, alors, bon, pour les autoroutes de Savoie, effectivement, il me semble, mais je n'ai pas participé là, hein, donc je ne suis pas sûr à 100%, mais ça a été construit avant les Jeux Olympiques ou ça a été construit dans les années 80, je pense, fin des années 80. Donc à cette époque-là, c'était effectivement soumis à une réglementation imposant des vérifications au séisme. Ceci dit, les réglementations au séisme distinguent différentes régions. L'importance des séismes n'est pas la même dans tous les pays et toutes les régions. L'autre question, c'était ? Ah, les casemates. Ah oui, alors ça, je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus. C'est vrai qu'effectivement, c'est des bétons qui ont des performances absolument extraordinaires. Ça fait partie justement de ces choses je citais certains ouvrages du XIXe siècle qui ont des performances en durabilité notamment qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est des choses qui nous ont beaucoup guidés pour faire des recherches. On ne se serait pas lancé dans le développement de béton de 200 mégapascales si on n'avait pas eu derrière nous quelques idées comme celle-là. Alors maintenant, pourquoi
performances de ces bétons-là sont si fortes. Je me souviens à un moment donné avoir essayé d'interroger des gens pour avoir les formules utilisées ou les méthodes de mise en œuvre. Et je n'ai pas eu de renseignements là-dessus. Si vous en avez, ou si quelqu'un ici peut me dire comment on pourrait remonter à ces informations-là, je suis évidemment extrêmement preneur. On va prendre une dernière question, monsieur. On m'a dit que les ouvrages romains étaient bien costauds parce que le ciment n'était pas utilisé tout de suite après la fabrication, mais au moins 6 mois après. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on ne sait pas tout sur les ciments romains. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire l'analyse chimique, on peut les dépioter, on voit déjà qu'ils savaient qu'il fallait ils avaient déjà cette notion de distribution granulométrique avec des cailloux, des gros et des petits. Ils faisaient leur ciment en fait en mélangeant de la chaux et de la brique pilée essentiellement, ou des produits qui sont des sables d'origine volcanique qui contiennent des silicates. Donc ils avaient déjà empiriquement réalisé ce qu'on réalise dans nos ciments actuels, où il faut des silicates et un peu de chaux, quoi, hein, donc il faut les deux. Donc ils y étaient arrivés. Donc ce sont des choses qu'on sait. On sait aussi, quand on analyse la forme du Panthéon, c'est extraordinaire parce qu'ils ont utilisé pour les fondations, le bas des voiles, des matériaux très différents. Ils ont adapté la formulation à chaque partie du bâtiment. La coupole, ils ont utilisé des granulats d'origine volcanique qui sont une espèce de pierre ponce poreuse, donc pour alléger le poids de la coupole. Enfin, c'est assez extraordinaire, les détails technologiques. Mais on ne sait pas tout, évidemment, on ne sait pas tout parce que, alors il y a des textes de Vitruve qui sont magnifiques à lire, sont très poétiques en plus, où on voit un certain nombre de choses. Malheureusement, on ne voit pas tout, et notamment sur les notions de temps et de gestion de chantier. Ça n'est pas dans les livres, on n'a pas toutes les informations. Alors là, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre précisément à la question du vieillissement du ciment, mais bon, c'est possible qu'il y ait une raison. Ils découvraient les choses de manière empirique, hein, bien sûr. Bien, écoutez, grand merci, Paul Leclerc.